Salut à tous et bienvenue sur le plateau de 13 Mag pour ce nouveau numéro de rentrée. Et aujourd'hui, un privilège puisque Laurent Fraissinou, le sélectionneur du 13 de France, sera à mes côtés durant toute l'émission. On vous parlera de Super League avec la saison des Dragons catalans et notamment le coach adjoint Thomas Bosc. On fera un petit crochet extérieur aussi du côté de Toulouse pour saluer la belle victoire en demi de championship du Théo face aux Bulls de Bradford 21-20. On va mettre en lumière l'élite 1 nouvellement Super 13 avec les présidents d'Avignon, Younes Katabi, et de Pia, Jean-Bruno Ballan. Côté élite 2 et national aussi, on fera un gros éclairage. On vous présentera un portrait de Florian Vaillant, le puissant pilier de Saint-SF 13 catalan. Et puis, côté historique, Pierre Vergès sera là pour nous conter la double victoire des Français en 78 face à l'Australie. On va se régaler. Ne nous quittez pas, 13 Mag, c'est maintenant. Il a donc pris l'avion depuis le nord de l'Angleterre pour rejoindre notre beau Roussillon. Bonjour Laurent Fraissinou. Salut Alex. Voilà de retour Laurent. Laurent, 2 années passées au chevet des Saints, un des clubs les plus mythiques de la Super League. Comment ça s'est passé justement ? Très bien, c'était une expérience, ça restera une expérience inoubliable. Voilà, un club très structuré, très professionnel, de bas en haut, et puis voilà, des moyens dignes de ce nom. Donc voilà, hormis le temps anglais que tout le monde connaît, voilà, c'était une super expérience. Et puis une frustration cette année, pas de finale ni en Coupe d'Angleterre, ni en Super League, c'est difficile à vivre ça ? Ouais, c'est difficile. Ça a été difficile à vivre, même si moi j'étais un petit peu, on va dire, à l'extérieur de tout ça. Mais en interne, dans le club, c'est un club qui est habitué à jouer les finales chaque saison, des supporters qui demandent des résultats tous les week-ends. Donc voilà, ça a été compliqué. Il y a eu bien sûr un contexte très particulier avec pas moins de 13 blessés à un moment donné et 13 titulaires pendant la saison. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas des excuses, mais c'est un contexte qui a été difficile à vivre. J'allais venir justement à des moments de flottement, tout le monde en rencontre au cours d'une saison. Quel est le moment le plus fort que vous gardez en mémoire ? Sur mes 2 années, le moment le plus fort, je pense que c'est le voyage en Australie et la victoire dans le World Club Challenge contre Penrith. Ça a été un moment exceptionnel parce que le club nous avait mis dans des conditions énormes. Je me souviens, on était dans un hôtel à Manly, juste devant la plage. La fameuse baie de Manly. Baie de Manly. Et voilà, on est parti 3 semaines. Voilà, un contexte favorable puisqu'on joue un match amical Saint-Georges qu'on gagne. Et puis voilà, on s'était servi de ces 3 semaines aussi avec le staff pour faire un petit peu un camp d'intersaison. Donc il y a eu beaucoup de cohésion. On a pu sortir du contexte du rugby avec l'équipe. Et puis dès qu'il a fallu basculer sur la dernière semaine et préparer le match de Penrith, tout le monde s'est mis dans cette bulle. Et puis une victoire au point en or d'un point, ça restera un sacré moment. Ouais. Puis vous avez œuvré toute la saison avec une des légendes de la discipline, Paul Wallens, l'ancien arrière star de Saint-Helens. Votre collaboration, comment ça s'est goupillé ? Très bien, parce que Paul, c'est un super mec. Avant tout. Avant tout, c'est un super mec. Et puis, comme tu dis, c'est une légende. Il est avec James Robbie, je crois, dans le top 3 des joueurs de Saint-Helens, avec quasiment 500 matchs de Super League. Mais voilà, lui, en tant que coach, il a gravi les échelons. Il a commencé en scholarship, puis en académie, puis en réserve, et puis être adjoint, et puis finir comme un head coach. Alors, nul n'est prophète dans son pays parce qu'il a été sacrément critiqué cette année et je lui souhaite de réussir la saison prochaine parce que c'est vraiment un bon mec. Vous aviez donc cette saison une double casquette, co-entraîneur des Saints, mais aussi entraîneur en chef du 13 de France. Vous avez affronté l'Angleterre dernièrement à Toulouse. Ça s'est évidemment mal passé pour les Français. Quel regard portent justement les Anglais, les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs sur le 13 en France d'une manière générale ? Beaucoup de respect. C'est ce qui voilà, chaque fois que je discute avec eux, beaucoup de respect, que ce soit avec le club des Dragons catalans ou avec le club du Théo. Et puis, d'ailleurs, on voit les images, voilà, l'essai de Fodia. Sur les premières 20 minutes lors de ce dernier test match, voilà, je pense qu'on leur a fait mal, on les a fait douter. Après, sur la longueur,
les petits détails qui n'ont pas été respectés, on est malheureusement passé un petit peu à côté. Mais non, les Anglais là-haut ont beaucoup de respect pour les Français, que ce soit individuellement ou sur ce qu'on essaie de construire. À propos des respects, Laurent, les Warriors au Wigan ont encore gagné le championnat face à LKR, c'était récemment, sur un score de 9-2. Vous l'avez vu le match, j'imagine? Oui, oui. Wigan, c'est comme Saint-Helens, une légende de ce sport. Ouais, bon, c'était attendu. Ils sont, sur ces dernières années, ils sont quasiment intouchables. Ils sont voilà, une défense agressive et qui est difficile à faire craquer. Donc voilà, et puis ils ont ce Factor X ou ces Factor X avec Bevan French et Jay Field qui voilà, sur une étincelle fait basculer la rencontre. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une équipe en Super League qui va bientôt les faire chuter. Ouais. C'est ça la magie de la compétition. Un grand merci, Laurent Fraissinou. Et puis, sans plus attendre, on va accueillir Thomas Bosc, le co-entraîneur des Dragons catalans. Thomas Bosc, donc, qui nous a rejoint avec un magnifique maillot des 5 or des Dragons. Merci Thomas, bravo. Merci. Thomas, plus sérieusement, puisque le rugby à 13 est un sport pratiqué par des gens sérieux, la saison, globalement, des Dracs n'a pas été forcément menée comme vous l'auriez souhaité. Vous avez fini sur une belle victoire, il est vrai, mais globalement, qu'est-ce que vous tirez comme bilan? Non, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas une bonne saison. On ne fait pas les playoffs cette année. C'est vrai qu'on était habitué à les faire ces dernières saisons, mais là, cette année, ça n'a pas été le cas. Donc, non, l'objectif n'a pas été atteint. Donc, on fait un bon début de saison, pourtant. On voit de belles choses sur les 8 premiers matchs. On fait 7 victoires. Mais malheureusement, au fur et à mesure de l'année, on a un petit peu été sur le déclin et on n'a pas réussi à trouver vraiment les solutions pour remettre la machine en route. Et au final, oui, c'est quand même une grosse déception. Qu'est-ce qui a manqué concrètement? On a souvent parlé d'un jeu grippé, prévisible. Est-ce que c'est aussi votre avis? Oui, c'est vrai qu'au final, à froid, quand on regarde un petit peu les statistiques, forcément, on regarde ce qui a été mal fait, surtout. Et c'est vrai que dans le jeu, offensivement, on n'a pas retrouvé un petit peu cet éclat que l'on avait ces dernières saisons. Mais après, c'est dû à un petit peu un manque je pense, de créativité un petit peu, que ce soit coach et joueur. On n'a pas réussi à trouver ce petit truc qui fait basculer un match. On a réussi à se créer des opportunités, mais à chaque fois, peut-être la dernière passe qui était pas bien exécutée ou la dernière décision qui n'était pas bonne. Donc en fait, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, pareil, c'est un tout. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a créé beaucoup de frustration par rapport à ça. On a créé beaucoup de frustration parce qu'on ne marquait pas. Donc on mettait vraiment l'accent dessus et on se disait « faut qu'on marque, faut qu'on marque, faut qu'on marque ». Et on s'entraînait plus. Faut marquer. Et après, c'est la mauvaise spirale, forcément. Et en fait, quand tu te rends compte que pendant la semaine, quand tu vas t'entraîner, que tu vas travailler sur la zone de marque pour scorer, et que ça ne marche pas, eh ben, ça va créer de la frustration. Évidemment. Et le week-end, c'est pareil. Le week-end, dès qu'on arrive en zone de marque, et si on manque ce petit truc, eh ben, ça va créer de la frustration, de l'énervement. Et ça va être un tout, en fait. Exactement. Pour poser la question à Laurent, vous qui avez sûrement visionné, j'imagine, certaines séquences chez les Dragons, hein, votre adversaire, forcément. Est-ce que c'est aussi l'avis que vous partagez avec Thomas? Oui, bien sûr. Alors après, j'étais pas avec eux au quotidien. Et ce qu'explique Thomas, c'est voilà, ce qu'on appelle le management. Il y a bien sûr des choses à travailler, à rectifier, à améliorer. Mais il y a aussi le bien-être du joueur et la façon dont il évolue dans la semaine. Et voilà, des fois ça prend, des fois ça met du temps, des fois ça prend pas. Et il faut trouver les solutions. Donc je comprends ce que veut dire Thomas. Bien sûr, Thomas, ça a été les montagnes russes toute la saison. Vous avez fait de très bons matchs, on a de très bons souvenirs à la maison contre Warrington, contre Saint-Helens notamment, contre Wigan aussi malgré la défaite, et puis évidemment un flop avec un F majuscule à Londres. Qu'est-ce que vous allez garder en mémoire entre les bons, ou le bon et le bon moment et le mauvais moment? Le bon moment, oui, il y en a eu, parce que tu en as dit, mais ouais, le gros tournant un petit peu dans la saison aussi, ça a été ce match de Londres, une grosse déception. Mais c'est vrai que là... tout est parti de là, d'ailleurs. Pas tout est parti de là, parce que déjà, on était un petit peu
entre les deux. Eaux, ouais. Ouais, on était entre les deux. Donc, mais ça a été un gros flop. Après, je pense que le début de saison a été très bon. Je pense, comme je l'ai dit, sur les 8 premiers matchs, on en gagne 7 avec des bonnes performances. Le premier match contre Warrington ici, où on partait un petit peu avec beaucoup d'incertitudes. Et quand même, on a réussi à faire une grosse partie face à une équipe qui s'était vraiment renforcée. On prend un carton rouge très tôt en deuxième mi-temps de Mickey McIlroom. Et on est allé la chercher vraiment au forceps. Et je pense que ça a vraiment lancé notre saison, plutôt notre début de saison. Et on n'a pas réussi à vraiment enchaîner sur tout le long. Et le point positif, c'était 11 Français en moyenne par match. Ça, c'était la première année que ça arrivait. Oui, ça c'est un vrai point positif pour tout le monde. De toute façon, pour le rugby à 13 en France, mais après, individuellement, pour les joueurs, de se frotter tous les week-ends au plus haut niveau. Et c'est là où c'est le plus important. De toute façon, si on veut grandir, si on veut avancer, et si les joueurs veulent vraiment être là, eh bien, il faut qu'ils jouent. Il faut qu'ils jouent et enchaîner ces matchs. Et c'est là le plus dur aussi, c'est d'arriver à enchaîner ces matchs. Parce que c'est vrai qu'il y a la fatigue qui s'accumule tout au long de l'année. On sait qu'on a les trajets. Faut qu'on fasse attention, nous aussi, par rapport à la récupération. Ça fait beaucoup, mais il faut que ces joueurs-là arrivent à répéter tous les week-ends et maintenant, à l'avenir, toutes les saisons. Alors, une équipe qui a pour l'instant réussi sa saison, il lui reste encore une marche, c'est la plus haute, c'est l'équipe de Toulouse Olympique, qui est en finale du championnat de Championship. Ils vont affronter les Wakefield Wildcats. Ils ont battu récemment, en demi-finale, Bradford Bulls 21-20. On a le privilège d'avoir au téléphone le coach Sylvain Houlès. Bonjour Sylvain, on vous imagine très heureux après cette belle victoire. Oui, c'est une énorme satisfaction. Voilà, c'était un objectif qu'on s'était fixé de bien sûr aller en finale et voilà, se retrouver à avoir dans une position où on peut lever des trophées. C'est pour ça qu'on fait du sport à un moment donné pour gagner des trophées. Donc voilà, on est content, surtout que c'était une belle équipe de Bradford. On les avait pas gagnés cette année encore, on avait perdu chez eux, on avait fait match nul chez nous. On savait qu'ils arrivaient avec beaucoup de confiance de ces matchs-là, avec une équipe qui est physiquement beaucoup plus lourde que nous. Et donc, il a fallu vraiment être très, très vaillant, montrer beaucoup de caractère. Et c'est ce que les garçons ont fait. Et je suis vraiment très fier de leur performance. Et quel bilan dressez-vous sur l'ensemble de la saison régulière ? Non, ça a été une saison enrichissante parce que bon, voilà, on a fait un début de saison un peu compliqué où on perd 4 matchs sur 6. Il a fallu rebondir sur ça. Mais voilà, les garçons ont su nous faire confiance, croire en notre process et derrière aller chercher cette seconde place qui, avec les défaites du début, on savait qu'on ne pouvait pas aller chercher la première place. Donc voilà, et cette seconde place était importante pour avoir la demi-finale à la maison. Alors Sylvain, vous avez terminé à la deuxième place, Wakefield à la première place. Donc est-ce qu'on peut dire que Wakefield est favori ? Est-ce que pour vous, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient finalement ? Non, je pense que c'est vraiment un avantage. Le match le plus dur pour nous était hier, cette demi-finale contre Bradford à la maison. On savait que ça allait être un match compliqué. Et d'aller un petit peu... Wakefield est bien sûr favori. Ils ont perdu qu'un match sur toute la saison. Ils sont chez eux avec l'équipe voilà, de joueurs, de bons joueurs qui ont gardé, des joueurs qui étaient en Super League l'an dernier. Sont favoris, mais je pense que ça va nous aller. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu cette position et je pense que les garçons vont jouer relâchés et ça va bien nous aller. Sylvain, l'objectif bien sûr est d'être champion, mais pour monter en Super League, il ne faut pas que gagner, il y a aussi un compte de points qui est important. Oui, c'est exactement ça. Bien sûr, en étant champion, ça va nous aider, ça améliorera notre note, mais tous les clubs de l'équipe de l'élite en anglaise sont notés. Et les 12 meilleures notes seront en Super League. Donc voilà, il faudra attendre 2 ou 3 jours après la finale pour savoir si l'année prochaine on jouera en Super League ou encore en Championship. Merci beaucoup Sylvain Houlès et puis tout le meilleur pour votre partie face aux Wakefield Wildcats. Merci Alain, merci pour votre soutien, merci de nous suivre et merci à 13 Mag. Thomas, Laurent, un regard sur cette saison de Toulouse ?
L'objectif est atteint. Faire une finale pour eux, voilà, c'est plutôt joli. Il y a 2-3 jeunes joueurs de Toulouse, à l'image de Pierre-Jean Liman, à l'image de Benjamin Laguerre, voilà, même si Maxime Stéphanie a un peu plus d'expérience, mais voilà, qui sortent le bout de leur nez et qui performent et qui, voilà, ça va être. Il me tarde le week-end prochain, ça va être une belle finale. Ça fait plaisir à Thomas, mais Thomas avec l'apport de quelques Catalans quand même. Oui, il y a quelques Catalans aussi. Et Pellissier qui a mis le drop de la victoire. Et oui, il faut le noter. Pendant la demi-finale. Et après, non, c'est bien pour eux, bien pour Toulouse, bien pour le rugby à 13 français. De toute façon, de voir une équipe qui arrive à titiller les Anglais, c'est toujours bien. Après, ça va être un match difficile. Comme Sylvain a dit, ça va être un gros test pour eux à Wakefield, chez eux. Mais après, je pense que quand tu joues à l'extérieur de chez toi, je pense que tu as beaucoup moins de pression. Je pense que Wakefield va avoir beaucoup de pression sur les épaules sur ce match-là. Donc, pour moi, ils ont toutes leurs chances. Allez, on croise les doigts. Merci Thomas Bosc. Merci. Et rendez-vous avec désormais le Super 13 et les présidents du SO Avignon, Younes Katabi et Jean-Bruno Ballan pour Pia. Allez, place au Super 13, anciennement Élite 1. Et sur ce plateau, Younes Katabi, le président du SO Avignon, et Jean-Bruno Ballan pour les baroudeurs de Pia. Younes Katabi, encore faut-il le rappeler, ancien joueur des Dragons, le joueur qui a marqué l'essai en finale en 2007 face à Sainte-Hélène. C'est bien ça? Merci Alain, merci pour l'invitation et merci de le rappeler. C'est gentil, ça fait plaisir. Ça date. Ça date, ça y est, ça passe vite. Jean-Bruno Ballan, un pianin pur jus, ancien joueur aussi de la Maison Rouge et Vert, qui a pris le relais donc en tant que président. C'est ça fait 8 ans maintenant qu'on a repris le club avec mes collègues et c'est vrai que voilà, c'est du boulot, mais c'est une passion avant tout, donc on est fiers de faire ça. Younes, le SO Avignon, c'est un des clubs les plus prestigieux de France, qui a perdu un peu de son aura, un peu de son public aussi. Mais est-ce qu'il y a une dynamique qui est en marche pour justement retrouver un peu des couleurs? Écoute, Alain, on essaye de mettre de nouvelles idées, on tente des choses, on s'est rapproché d'un club anglais. Ça ne se fera pas malheureusement pour cette année, mais en tout cas, on essaye de faire bouger un peu les lignes et pas rester sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On reste un club, comme tu le dis, emblématique et du moins en PACA connu et reconnu, mais avec ses difficultés. On se bat avec nos armes. C'est difficile. On a 10 catégories qu'on arrive à tenir à bout de doigts pour fermer notre bilan. Donc voilà, on avance progressivement. Se rapprocher des clubs anglais, c'est-à-dire intégrer un championnat professionnel anglais à court ou moyen terme, c'est ça? Ça serait ce qu'on rêve, c'est de faire comme nos voisins catalans, c'est sûr, parce que je pense qu'on a la région on a énormément de qualité pour pouvoir y aller. Ensuite, maintenant, on reste réaliste. On se dit qu'en premier, il va falloir jouer les premiers rôles en Super 13 et aussi pouvoir progresser sur notre école de rugby. Jean-Bruno Ballan, il y a un bruit qui court comme quoi vous voulez vous aussi concurrencer les Dragons catalans en Super League, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, on change de stade, on passe à 30 000 places. Dans les prochaines semaines. Non, c'est un claquement de doigts. C'est un peu comme Avignon, je pense qu'on est un peu pareil. Je crois qu'on a le plus petit budget peut-être du Super 13, donc on se bat avec nos forces, mais bon là on essaye de faire au mieux possible pour que notre club soit au plus haut quand même. Quelles sont les forces du SOA cette saison? Je pense là, on joue avec 100% de Français actuellement. On va quand même essayer de recruter. Je suis en train de voir avec notre directeur sportif, Renaud Guig, qu'on connaît tous dans notre sport, et qui fait un sacré boulot pour qu'on puisse avoir une bonne équipe. L'ambition, l'objectif, c'est d'être qualifié dans les 6 et faire mieux que l'année dernière en Coupe de France. Vous avez commencé la saison timidement, on dira ça comme ça. Il va falloir rebondir rapidement. C'est gentil. On a commencé très timidement. On a donc 3 matchs, 3 défaites. On a fait de bons matchs quand même. On a fait de bonnes choses à Albi et à Villeneuve sur le dernier match où on prend le point défensif. On perd 26-18. Il y a eu de très belles choses et on va progresser. Il faudra nous attendre sur la seconde phase. Jean-Bruno, pour Pia, c'était un peu chaotique, dû aux intempéries à Pia contre Albi, match à rejouer prochainement, une défaite à Villefranche. Bon, la saison est à peine lancée, on dira ça comme ça. Finalement, comme le match d'Albi n'a pas été homologué, donc nous avons fait qu'un match pour l'instant, on va dire, et on a perdu. Voilà, on est allé perdre à Villefranche d'un point, donc c'est vraiment une mauvaise prestation et des points qui seront embêtants pour la fin de saison, parce que si on vise les 4 places, ça va compter beaucoup, je pense. Et les recrues étrangères qui vont arriver sous peu, c'est ça?
Voilà, donc là, nous avons 2 recrues qui sont arrivées, une étrangère et une française. Il y a Hakim Milodi qui est arrivé et Tan Natoli qui sont arrivés tous les 2 de Londres. Et là, nous attendons 2 papous qui devraient arriver dans les 3 semaines qui arrivent. Alors il y a des joueurs grand format, des joueurs premium qui ont pris place dans le championnat de France, notamment un certain Ben Lam, vous l'avez tous vu, hein. Ben Lam, ancien joueur du rugby à 15 international samoan, 33 ans, qui vient de signer à Saint-Estèphe 13 catalan. Elie, c'est un joueur que vous avez vu déjà jouer. Est-ce que c'est un joueur que vous allez redouter dans les semaines à venir? Nous, pas dans les semaines à venir. Samedi prochain, on les reçoit à la maison. Donc j'espère qu'on démarrera notre saison face à nos amis catalans. Et donc j'aurai le plaisir de le voir jouer samedi. Oui, un joueur d'exception, hein. C'est un peu le Jonah Lemou du rugby à 13 français aujourd'hui. Jean-Bruno, vous aussi, vous avez pris quelques renseignements sur le personnage? On a joué contre eux quand on a fait le challenge en Rapia, donc c'était un peu un match amical, mais voilà, il a fait son premier match contre nous, et oui, effectivement, ils ont une arme, l'UTC, qui est très intéressante. Alors, au-delà de Ben Lam, il y a de grands joueurs qui sont venus dans chaque club, et on voit que les équipes sont renforcées, notamment du côté des Villefranche de Rouergue, le promu, mais aussi Saint-Gaudens, et on a vaguement l'impression que le championnat sera plus homogène que les années précédentes. Est-ce que c'est aussi votre avis? Oui, il y a eu de bons recrutements, même Carcassonne, qui sont champions de France, on en discutait tout à l'heure, a fait encore un recrutement en plus, donc je pense qu'ils savent aussi que tout le monde recrute et que ça monte un petit peu en force. Donc ouais, je pense qu'on va avoir un bon championnat cette année. Laurent Fressineuse, votre regard sur ce championnat de Super 13 désormais? Non, mais c'est ce que j'espère. Ce que tu disais, Alain, c'est qu'il y ait plus d'homogénéité entre les équipes, parce que bon, ces dernières années, c'est vrai qu'il y avait 2-3 équipes au-dessus et ça manquait de constance dans les performances. Donc il y avait des matchs très, très intéressants. Pour moi, du niveau de fin de Super League, bas de tableau Super League ou top 4 Championship. Mais le week-end d'après, il y avait ça descendait de trop d'étages. Donc voilà, j'espère que ça va aller dans ce sens. Ça serait très bien. Ouais. Jean-Bruno Balland, je sais qu'il y a de gros efforts faits pour attirer le public à Daniel Lambert. Concrètement, quelles sont les solutions pour justement faire grossir le monde dans les tribunes? Moi, je pense que on doit faire du spectacle. Il y a un match de rugby qui se fait, effectivement, donc en recrutant des bons joueurs pour que nous et les autres équipes, bien sûr, pour qu'on fasse vraiment des bons matchs. Mais je pense qu'un spectacle doit être fait. Il faut que les gens, quand ils viennent au stade, ils viennent en famille. Il faut qu'ils passent du plaisir. Il y a entre les juniors et nous, ils passent une après-midi. Donc voilà, moi je suis pour ça. Il faut qu'on puisse médiatiser sur YouTube, qu'on le fasse plus sérieusement, mettant les moyens pour. Je pense que tous les clubs devraient faire comme ça pour que le rugby à 13 marche de plus en plus. Je vois ce que vous faites au vu avec cette émission. Et il faut partir sur ça. Je pense que les médias seront l'avenir du rugby à 13. Younes, est-ce que du côté d'Avignon, il y a des stratégies aussi qui sont mises en place pour, pourquoi pas, accueillir un nouveau public? Comme dit mon collègue de Pierre, à un moment donné, il faut qu'on soit plus dans l'événementiel, plus festif. Je pense que l'idée qui est en train de se mettre en place, d'aller jouer un petit peu décalé, avoir une meilleure période pour pouvoir jouer, pour attirer un petit peu plus de monde et réussir à ce que notre match soit vraiment que l'entrée d'un gros événement festif et familial où la tripartie d'une famille puisse venir au stade et passer un bon moment différemment, hein, que le papa puisse regarder le match et faire la troisième mi-temps, mais que la maman puisse passer un bon moment et les enfants également. Laurent Fressineuse, en tant que sélectionneur, forcément, vous avez un regard avisé sur les joueurs de Super 13, pas d'élite 1. On va y arriver à se mentaliser. Le jeu en lui-même vous séduit à ce niveau-là? Oui, c'est ce que je te disais, Alain. Il y a de très très bonnes choses, il y a des très très bonnes phases, mais ça manque de constance. Et c'est vrai qu'après, face à des Anglais, des Australiens, des Néo-Zélandais qui sont habitués à répéter les petits détails au quotidien et de week-end en week-end depuis plusieurs années, voilà, on est encore pas au niveau à ce niveau-là, mais voilà, il y a des phases de match ou des matchs complets qui sont du niveau du Théo par moment, de Wakefield, de Londres, mais sur un match, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit sur toute la saison. Allez, donc de très bons joueurs nés en Super 13, il y en a. Il y en a d'ailleurs de très grands joueurs, dont un certain Florian Vaillant, le pilier de Saint-Estèphe 13 catalan. Nous l'avons rencontré. C'est un reportage signé Jean-Baptiste Chex. Je m'appelle Florian Vaillant, j'ai 24 ans, je suis originaire d'Avignon et cette année je joue pour le club de Saint-Estèphe 13 catalan.
quand on le regarde, déjà on a compris que la qualité, il est imposant. Offensivement, il faut s'y mettre à 3. C'est un gros gabarit, c'est quelqu'un qui en impose sur le terrain. En plus, il est agressif. Natif d'Avignon, Florian a été formé à Entraigues avant de rejoindre Saint-Estèphe 13 Catalan, puis Pia. Salut Alain, tu vas bien? Le bonheur, toi aussi. Aujourd'hui, il découvre la toute nouvelle plaque dédiée aux 13 Catalans, son nouveau club créé ici au Café de la Poste de Perpignan il y a 90 ans. De retour dans cette équipe réserve des Dragons catalans, il nous confie ses ambitions. Je suis très content. Je me dis que c'est ma dernière chance pour intégrer les Dragons et pour pouvoir faire un match, pourquoi pas avec les pros. En tout cas, je suis venu à Saint-Estèphe pour cet objectif-là, monter plus haut. J'ai déjà intégré le squad des Dragons il y a quelques années. Et du coup, j'ai vite été bien intégré dans l'équipe. Le mastodonte vise clairement la Super League. 1,97 m pour 114 kg. Le jeune s'entraîne dur. Il doit perdre quelques kilos et gagner en muscles. Il est revenu, c'est qu'il a quand même encore cet objectif derrière lui de taper à la porte des pros et d'être avec les Dragons catalans. Donc on sent que c'est une volonté de sa part pour repartir vers le haut, essayer d'atteindre cet objectif qui s'est fixé lui. C'est un nounours. Il est sympa, humainement c'est quelqu'un de très gentil, très discret. Mais après, quand il passe en mode entraînement, il gueule sur les joueurs, quand ça va pas, quand ça va bien, il les pousse. Enfin, voilà, on a trouvé un flow dès le début de l'intersaison qui était vraiment très motivé et qui pousse ces jeunes aussi avec lui. La nouvelle recrue ne s'est pas laissée abattre après une blessure à la tête la saison dernière à Carcassonne, qui l'a éloigné des stades pendant quelques mois. C'est sûr que la Super League, c'est un rêve pour moi de faire quelques matchs au plus haut niveau. Déjà sélectionné en 13 de France, l'international a affronté la redoutable équipe d'Angleterre à Warrington. C'était ma première cape avec la France A et c'était vraiment une fierté pour moi de jouer pour le pays. Avec un physique hors norme et une grande habileté à libérer les ballons après contact, le pilier casqué compte bien marquer les esprits cette saison encore. Un qui a grimacé un petit peu en regardant ce reportage, c'est Jean-Bruno Balland, le président de Pia 13, puisque l'an dernier, vous l'avez entendu, Florian évoluait sous les couleurs pianinques. Vous l'avez bien connu, donc, Jean-Bruno. C'est tout ça, Florian Vaillant? Oui, c'est vraiment un bon gars, un bon joueur. C'est vraiment une déception qui soit parti de notre club. Mais bon, si c'est pour aller au Dragon catalan, c'est avec plaisir que je lui souhaite ça. Mais c'est vraiment un bon garçon. Laurent Fressinou, est-ce que les portes du 13 de France sont grandes ouvertes à Florian Vaillant? Flo, il est dans les papiers depuis 3 ans. Avant la Coupe du Monde, il avait joué contre les Knights, les Anglais, les Knights. Il avait été très performant. Et il a joué ensuite à ce match international à Warrington où malheureusement, il avait beaucoup de jeunesse autour de lui. Donc même si dans son début de match, il avait montré de belles choses. Et puis là, il est dans les petits papiers pour la semaine prochaine. Donc, on l'a bien compris, c'est un joueur en devenir. Un grand merci à Jean-Bruno Balland et à Younes Katabi. Et puis on va parler désormais du 13 de France, voire des 13 de France, avec notre amie Justine Rose pour nous parler des tricolores version féminin. On va parler maintenant de nos bleus au sens large du terme, puisque mardi 22 octobre, Laurent Fressinou, vous allez affronter l'Ukraine pour la demi-finale du challenge européen, c'est ça? C'est bien ça, mardi soir à Carcassonne, en espérant remporter cette victoire et jouer la finale le samedi 26 à Saint-Estèphe, a priori contre le Pays de Galles, et ce qui nous amènerait
à être champion d'Europe et participer l'année prochaine au Final Four, dont les 2 premières places seraient qualificatives pour 2026 et la prochaine Coupe du Monde. Alors c'est une affiche totalement insolite, hein, France-Ukraine, c'est une grande première, il me semble bien. Il faut savoir que l'Ukraine a évidemment une nation, enfin du moins une équipe de rugby à 13, une équipe nationale, qui a été créée en 2007. Il y a un championnat qui existe aujourd'hui de 5 équipes. Ça a été gelé en 2002 suite au conflit bien sûr avec la Russie. Et puis c'est reparti cette année en 2024 avec donc ces 5 équipes qui s'affrontent le plus régulièrement possible, bien sûr. Sur le papier, forcément, il n'y a pas photo. La France est largement favorite. Laurent, il faut se dire les choses. Oh oui, il faut l'accepter. Avec quel joueur, d'ailleurs? Il faut l'accepter. L'Ukraine, ça va être avec les meilleurs joueurs d'élite de Super 13, pardon, de Super 13, de Championship, et puis quelques joueurs qui vont doubler de Super League, qui vont avoir du temps de jeu contre l'Ukraine et contre le Pays de Galles. Donc une belle équipe mardi soir à Carcassonne. Donc en théorie, une finale France-Pays de Galles le 26 octobre à Saint-Estève. Et justement, la Fédération française de rugby à 13 a décidé d'activer tous les leviers au niveau des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est Jessica Guéassin et Baptiste Faure qui en parlent le mieux. Regardez. Salut Alain, salut à tous. Salut Baptiste. Salut Jess, salut à tous. Au programme, un dispositif exceptionnel mis en place par la Fédération pour le match France-Pays de Galles. Ce sera le 26 octobre, dès 14h20. C'est ça, Baptiste? Exactement, pas moins de 40 minutes de live sur les réseaux sociaux de la Fédération, avec un avant-match, une prise de live aussi à la mi-temps et en après-match, avec plein d'invités exceptionnels. On vous attend donc le 26 octobre pour le match France-Pays de Galles, dès 14h20, sur les réseaux sociaux de la Fédération française de rugby à 13. Allez, on prend date. Justine Rose, serez-vous présente à ce match? Oui, je pense. Je sais pas encore, mais je pense. Oui, je pense. Quand il faut venir soutenir. Ce serait un affront. On habite à côté de ne pas aller voir le match international. À côté, Carcassonne, c'est pas à côté quand même. Carcassonne, un coup d'accélérateur, vous y êtes. Justine Rose, vous étiez avec le 13 de France le week-end dernier au Crêpes de Toulouse pour une présélection de l'équipe de France. Comment ça s'est passé? C'était le stage de rentrée, on va dire. On était un groupe de 26 ou 28 joueuses, je ne sais plus exactement. Et voilà, ça s'est très bien passé. On a retrouvé les filles avec qui on a joué contre l'Angleterre, incorporé avec des nouvelles filles. Voilà, ça s'est très bien passé, une bonne intensité. Les sélectionneurs étaient contents. Donc des projets, évidemment, de rencontres à venir? Oui, normalement, courant 2025, rien de sûr encore. On devrait affronter le Pays de Galles pour un match retour et l'Angleterre, normalement. Mais rien de sûr encore, pas de date exacte. On se souvient de vos 3 matchs de la saison passée, face à la Grèce, au Pays de Galles, à la Serbie. Tout s'était bien passé, et puis après l'Angleterre est arrivée. Et là, c'est pas la même musique. Hein. Oui, c'est encore une marche un peu trop haute, je pense, pour nous. Mais il y a quand même des résultats assez concluants. On est contente sur l'engagement qu'on a mis face à elle. Voilà. Et les sélectionneurs étaient contents une fois de plus et il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Justine Rose, vous êtes toujours pensionnaire des DS catalanes? Oui. À l'ouverture, toujours? Toujours. C'est vous qui articulez le jeu? Oui, exactement. Vous allez encore viser un titre, bien sûr, ça devient une habitude chez vous. Hein? Oui, et puis on n'a pas le choix. On ne peut pas se contenter de faire mieux que ça, puisque ça fait 1 an et demi qu'on est invaincu. On a fait le doublé l'année dernière. On peut pas faire pire cette saison. Laurent, un petit mot sur le rugby féminin et après sur les U19 qui ont fait une tournée en Australie. Rugby féminin, alors, écoute, sur les 2 dernières années, moi, je suis allé voir pas mal de matchs à Sainte-Hélène, c'était des filles. C'est la meilleure équipe de la compétition. Ils ont gagné 2 fois la Cup. Elles ont perdu en finale contre York, mais voilà, je suis impressionné du niveau de qualité technique, d'engagement physique, et voilà, ça donne des bons matchs. Ouais. C'est agréable. Les U19 qui rentrent d'Australie, vous avez suivi ça aussi de près, on imagine? Oui, de près, avec le décalage horaire. Ouais, c'était très bien l'initiative de Florian Chotard, même si ça a été compliqué pour financer le voyage pour tout le monde. Mais quel rêve pour ces gamins, quand même. C'est énorme, c'est énorme de pouvoir voir une finale de NRL, une grande finale, comme on appelle ça, avec 80 000 spectateurs, de voir les centres de formation, de se confronter aux schoolboys, de se confronter
confronté au Roosters, ce qui se fait de mieux au monde dans notre sport. Voilà, je pense que les jeunes vont rentrer avec plein d'images dans la tête et surtout sur savoir dans quel secteur ils vont devoir travailler. Merci beaucoup Laurent Frayssinous et merci beaucoup à Justine Rose et à très bientôt donc sur les terrains. Avec plaisir. Zoom sur l'élite 2 avec le président des Phoenix de Tonens, Éric Vergnol. Bonjour Éric Vergnol. Bonjour Alain, merci pour l'invitation aussi. Ancien international de Villeneuve-sur-Lot, ancien joueur de top 16 avec Dax pendant 6 ans. Je connais votre parcours par cœur. Un joueur de renom, la grande famille Vergnol de Villeneuve-sur-Lot. Laurent, des voisins, hein? Oui, des voisins. Moi, j'allais voir Éric quand j'étais tout gamin au stade de la Birmerie. Donc voilà, ça me fait plaisir d'être avec Éric. Éric Vergnol, votre équipe de Tonens a commencé par 2 revers face à Ille-sur-Tête et puis dernièrement face à Pamiers. On imagine que ce n'était pas les espérances du début de saison. Non, c'est vrai que c'est la 3e saison qu'on attaque l'élite 2 et le groupe est jeune, bien sûr le groupe est jeune, mais là il manque de cohésion, enfin, il manque un petit truc pour un déclic, mais bon ça va venir, il vaut mieux mal partir et bien finir, mais bon c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça au début de saison, on s'attendait à un meilleur résultat. Est-ce que par rapport à la saison passée, il y a eu des renforts qui ont apporté une dimension supplémentaire Oui, on a eu, on avait 2 étrangers, on a un étranger, un demi de plus qui est arrivé, un jeune, et on a aussi Kevin Bennett qui est des Ille-sur-Tête qui est venu nous rejoindre aussi, donc on a quand même un groupe assez étoffé, en fait, qui est un bon groupe. Je pense que quand on va prendre le bon sens, eh bien, je pense que ça va le faire. Je ne m'inquiète pas. On en parlait tout à l'heure en aparté, comme quoi vous avez de sacrées structures à Tonens. Il y a aussi un public qui vous suit, qui est fidèle. Oui, on a un public, on a des partenaires, on a des bénévoles, même si depuis le Covid c'est un peu plus dur avec les bénévoles, mais on a du monde qui nous suit derrière. Et une ville de Tonens qui nous aide et qui font tout pour qu'on avance. Et l'entraîneur aussi, Michael Jatz, ancien joueur de l'USV, des Léopards, qui apporte aussi son expérience, forcément. Voilà, il a joué à Tonens aussi une année ou 2 ans, en élite 2, et après il venait de Villeneuve, et donc voilà, il porte son expérience aussi. Mais là, ça fait un petit moment qu'on travaille avec ce groupe c'est beaucoup de juniors qui sont montés au fur et à mesure, où ils ont progressé, donc on continue à travailler, et depuis 2 ans, et c'est vrai qu'on monte petit à petit, on grimpe. On a évoqué tout à l'heure les besoins de faire venir encore plus de monde au stade. Est-ce que vous aussi, vous avez des campagnes de communication avant le début de la saison pour que les gens viennent vous voir jouer? Oui, c'est vrai que c'est le plus difficile, c'est vrai que c'est pas évident. Même si j'ai ma femme, Marilyn, ou Mélissa, ma fille, qui sont dans la communication, qui essaient de faire le maximum, mais c'est pas évident de faire venir du monde quand on n'a pas les médias et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut avoir. Alors on essaie de contacter les journalistes, les journaux, tout, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Tout à l'heure, vous nous disiez, c'est la passion qui fait que je continue encore. C'est ça qui vous anime? Oui, je devais arrêter l'année dernière avec ma femme, donc on a du monde derrière nous, mais on a dit qu'on aiderait. Mais c'est vrai que oui, il y a la passion derrière, et on ne voulait pas tout casser, chambouler tout le travail qu'on a fait depuis 8 ans, on ne voulait pas le chambouler à 1 an. Donc on continue, mais il faudra quand même s'habituer à se retirer. Pour avoir lu un article de presse sur votre premier revers contre Ille-sur-Tête, il a été souligné que vous manquiez un peu de densité physique. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non. Non, donc, c'est juste. On a été mal informé. Dans la tête. C'est dans la tête que ça se passe, oui. Les Vergnol, c'est dans la tête que ça se passe, effectivement. C'est ça. Bon, très bien. S'il y a un club aussi qui se met en avant depuis quelques années déjà, c'est bien le club de l'Escure, avec leur entraîneur, Mahar Ambello, que vous connaissez très certainement, ancien joueur notamment de Toulouse Olympique. On l'a au bout du fil par caméra interposée. Bonjour Mahar, comment se passe la saison, du moins le début de saison avec votre équipe? Alors, en termes de recrutement, il y a pas mal de nouveaux. C'est un groupe qui a beaucoup changé, hein. Il y a au moins 40% de joueurs qui arrivent chez nous, avec surtout des jeunes qui connaissent pas l'élite 2 en fait, et qui vont cette année débuter leur premier match dans l'élite 2. Donc, c'est hyper intéressant, hyper stimulant pour eux, avec un mélange aussi d'anciens qui sont là, qui chapeautent un peu le tout et qui font en sorte que tout fonctionne bien. Ouais. La cohabitation se passe bien dans le Tarn avec Albi qui évolue en Super 13 et Réalmont qui est aussi en national? Non, c'est un avantage parce que ça tire tout le rugby à 13 tarnais vers le haut. Albi qui aujourd'hui, c'est notre figure de proue, hein, dans le Tarn, qui derrière lui brasse et amène tout le Tarn derrière le rugby à 13. Il y a beaucoup d'échanges entre les clubs.
Puis l'exemple typique, c'est que en fait, c'était au mois d'août, on a fait un tournoi et chaque année, Albi fait un tournoi où on rassemble tous les clubs tarnais qui jouent à un niveau intéressant, donc de Villefranche d'Albi, en passant par Réalmont, les U19 d'Albi, nous et l'équipe première d'Albi. Donc c'est intéressant de se voir et de se rencontrer et de sentir aussi cette émulation qui se crée autour du rugby à 13 dans le Tarn. Ouais. C'est fort, hein, c'est fort. C'est très bien de vous avoir au téléphone parce que vous allez affronter très prochainement les Phoenix de Tonens, d'un certain Éric Vergnol. Est-ce que ça va passer pour vous? Passer où ça reste un match de coupe. Hein. On prend ça avec beaucoup d'humilité. On a lu quelque part que Tonens aussi avait des ambitions cette année. Donc, on va prendre ça avec beaucoup, beaucoup de sérieux. On va travailler comme on le fait depuis plusieurs semaines. Et bien évidemment qu'on ne va pas se le cacher. Hein. On va jouer chez nous. On va le jouer, ce match, pour le gagner, oui, bien évidemment. Un grand merci, Marambello, entraîneur des Minotaures de l'Escure 13, Éric Vergnol. Vous êtes attendu, je crois. Le meilleur gagnera, c'est un match de coupe, donc on verra. Et c'est souvent là que la magie opère, un match de coupe. C'est ça. Un championnat, c'est assez classique, assez ordinaire comme résultat, mais là... C'est le déclic qu'attend Éric. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour renverser la table sur ce troisième match? Non, je pense que juste les joueurs, ils savent ce qu'il y a à faire. Donc, le but, c'est de travailler, écouter les consignes de l'entraîneur et après de jouer leur jeu. Et j'assure que tout se passera bien. Et après, le meilleur gagnera. Dans l'adversité, quand on attend un déclic, dans l'adversité, loin de ses bases, dans la difficulté, Il faut aller le chercher, le déclic, Laurent, non? Il faut aller le chercher, mais c'est peut-être la belle opportunité, on va dire, pour Éric. Allez, un immense merci, Éric Vergnol. On vous souhaite tout le meilleur. Peut-être pas Marambello, mais nous, on vous le souhaite toujours pour cette saison dans votre division. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et sans plus attendre, on va accueillir deux représentants des clubs de national avec Clément Weiss, le président de l'US Féral 13, et Olivier Mendes pour l'entente Toulouse-Bao-Le Soleil. Focus sur le championnat de national avec deux présidents. Clément Weiss, côté US Féral. Bonjour Clément. Bonjour Alain. Et Olivier Mendes de l'entente Toulouse-Bao-Le Soleil. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors Clément, vous n'allez plus loin, donc la parole vous sera donnée, obligatoirement. L'an dernier, vous aviez perdu en demi-finale du championnat, c'était contre Pamiers. Est-ce que les objectifs cette année seront un peu plus accessibles, on dira? Alors, oui, l'année dernière, on a perdu contre Pamiers la demi-finale chez eux. Après, voilà, l'objectif, c'est toujours, bien évidemment, de se qualifier pour les playoffs pour la fin d'année. Et évidemment, après nous, à VFRAL, on est habitué quand même depuis quelques années à être dans le dernier carré. Donc, l'objectif reste toujours le même, d'être dans le dernier carré. L'an dernier, il y avait un duo présidentiel entre Serge Mallet et Christophe Poumès. Cette année, vous êtes trois à la tête du club. C'est ça. D'abord, qui il y a et comment ça se passe? Alors, du coup, il y a Priscilla Prenat, Vincent Pujol, qui était déjà là l'année dernière, Vincent Pujol. Et du coup, moi-même, Clément Weiss. Donc, cette année, on a repris la présidence. C'est la 4e année à ce niveau de compétition, nationale 1, il faut le préciser, c'est important. Qu'est-ce qui fait la force du US Féral cette saison? Alors, l'US Féral, c'est un club de village, donc c'est vraiment un club familial, c'est ce qui a fait la force depuis des années. On a la chance d'avoir Lézignan à côté, qui est un gros club d'élite 1, du Super 13 maintenant. Donc, du coup, on a un réservoir de joueurs qui nous viennent de là, et donc on a cet esprit vraiment de famille du côté des Corbières qui fait la force du club. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Féral-Lézignan, c'est 2 kilomètres qui séparent les deux panneaux entre les villages, c'est ça? Tout à fait. Olivier Mendes, président donc de Toulouse, Bao-Le Soleil, les fameux Falcons, appelés comme ça depuis 2 ans. La saison a bien commencé pour vous, par une victoire d'ailleurs. Première victoire pour l'équipe, forcément pour les seniors. Première victoire en junior aussi, parce que cette année c'est notre première, on a des U19, donc ils sont allés gagner à Renaison, pas très loin aussi. Donc ça ne peut pas mieux démarrer. L'an dernier, c'était juste 2 clubs réunis, Toulouse avec Bao. Cette année, c'est Le Soleil qui est venu se greffer. Évidemment, il faut grossir, il faut s'étoffer. C'est ça, il faut s'ouvrir, il faut s'étoffer, il faut s'équiper. Donc voilà, du coup, Le Soleil, en plus un village qui a toujours été trésiste. Donc, Même question que pour Clément, quelles seront cette année les qualités premières de votre équipe? Les qualités premières, je pense que ce sera comme l'année dernière. C'est un club que les joueurs ont monté. Qu'ils ont monté, et c'est des jeunes qui payent pour jouer, qui payent leur licence, qui sont là toujours au milieu, donc c'est de leurs mains, le club est à eux, et donc c'est ça, c'est notre point fort.
Alors il est bon de rappeler que l'an dernier, cette équipe de Toulouse, BAO, donc c'était pas le Soleil qui était encore rattaché aux deux entités, avait terminé avec un titre de champion de France, ça il faut le rappeler, et vous avez cette année donc fait un saut de kangourou de la Nationale 3 à la Nationale 1, c'est audacieux. Hein. C'est ça, mais oui, mais et en plus de ça, bon, le hasard fait quand même bien les choses, on est quand même bien équipé. On a quelques joueurs qui sont venus de Palo, un peu, voilà, quelques belles recrues, mais toujours pareil, dans notre esprit. Donc ça peut qu'être du bonheur. Clément, le message est passé là? Vous l'avez entendu? Le message est clair. Vous avez rétorqué quoi là? Oh, bah, écoutez, on sera là nous aussi. Hein. Vous serez présent vous aussi. Laurent, un mot sur le rugby des villages, on dira, de national. Ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est la passion. C'est vrai que quand tu côtoies un petit peu, la chance de côtoyer le professionnalisme, c'est bon de revenir aux bases, de bases simples, juste de personnes passionnées, de passer un bon moment dans le sport que tu aimes. Et voilà, c'est bon d'entendre ça. Alors ce qui est aussi à noter, c'est ce qui fait la valeur aussi du rugby et son côté vertueux, c'est que l'argent ne rentre pas en ligne de compte. Là, hein. Il n'y a pas de prime de match, il n'y a pas de fixe, il n'y a pas de contrat pro, mais on existe toujours. C'est ça. Exactement, tout à fait. Là, c'est l'amour du maillot et l'amour du sport. Et du rugby à 13. C'est ça. Le plaisir de se retrouver. Exactement. Alors, ça a les travers aussi, parce que quand on n'est pas payé, bon, on est moins présent aux entraînements. Est-ce que les coups de gueule présidentiels, des fois, sont porteurs? Oui, alors... nous, pas chez nous. Parce que comme c'est pareil, comme c'est eux qui ont créé le club, c'est eux qui ont envie. On ne va pas les chercher. Ils sont venus et ils sont fédérateurs entre eux. Et à l'entraînement, ils sont, je sais pas, 30, 35 tous les entraînements. C'est magnifique. C'est pareil pour vous, Clément, même aussi. discours de notre côté, les joueurs ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là, donc on est réunis tous autour de la même passion, le rugby à 13. Après, de temps en temps, il faut remettre un coup de pression pour que tout le monde soit là, surtout dans les moments importants. Et rapidement, parce que je crois que votre premier match, malheureusement, s'est soldé par un... Oui, par un forfait, malheureusement. Par un forfait. Alors, c'est plus un concours de circonstances. Hein. Il y a une semaine encore, on était tranquillement. Il n'y avait pas de soucis, on ne se posait pas de questions pour cette première journée de championnat. On a eu, malheureusement, dans la semaine d'entraînement, plus de 5 blessés et avec un problème d'effectif derrière. Des joueurs qui n'étaient pas censés, qui n'étaient pas prévus d'être là pour ce match. Donc, tout ça fait qu'on s'est retrouvés pas assez pour la feuille de match. On est réserve de Lézignan également, qui est censé nous prêter des joueurs quand ils peuvent, mais là, ce week-end-là, malheureusement, ils ne pouvaient pas nous apporter des joueurs. J'allais y venir, le lien avec le grand frère FC Lézignan, il est indéfectible, c'est ça? Exactement, il est indéfectible et surtout indispensable, que ce soit autant pour Lézignan que pour nous. Nous, on leur apporte des joueurs depuis des années, on a toujours des joueurs qui explosent dans le championnat DN et qui vont se signer au Super 13, du coup. Et de notre côté, pareil, les jeunes joueurs qui montent de junior et qui arrivent en élite, mais qui n'ont pas encore le niveau pour ça, ils viennent faire leur premier match avec nous, donc c'est très important et on a vraiment une cohérence entre les deux clubs. Donc, voilà. Olivier, c'est un peu le même cas de figure pour vous aussi. Vous tablez aussi sur une équipe qui est au-dessus, une équipe en dessous pour on a une équipe réserve qui est le Barcarès, Saint-Laurent, et puis maintenant on a nos juniors. Donc ça fait un petit vivier, quoi. C'est pas mal. C'était important d'avoir une équipe junior pour justement... Très important parce que les juniors nationaux, c'est surtout dans le département, c'est un trou dans la raquette. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui montent, s'ils ne vont pas à l'UTC ou s'ils ne vont pas à PIA, ils n'ont pas de club. Et on a quelques jeunes motivés et c'est encore une fois eux qui ont monté leur club. Même question que précédemment pour les présidents des clubs d'élite 2 et de Super 13. Est-ce que c'est compliqué de faire venir aussi du monde au stade? Est-ce qu'il y a évidemment un public fidèle depuis de nombreuses années, mais est-ce qu'il ne faut pas recycler le public par moment? Et de quelle façon d'ailleurs? Alors après, de notre côté, voilà, c'est toujours un rugby de village, hein, donc on a quand même un noyau avec Lézignan et surtout le village de Féral, même s'il n'y a que 700 habitants, on a quand même un noyau d'habitants qui sont là, de supporters à tous les matchs. Mais après, on essaye un petit peu de faire comme fait tout le monde, hein, c'est-à-dire un peu faire de la promotion sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Donc on se met là-dessus pour faire promouvoir un petit peu tout ça et avoir des supporters. Vous avez forcément joué tous les deux. Est-ce que de temps en temps, vous vous dites, tiens, je remettrai bien un peu les crampons, ou ça vous est carrément passé cette histoire-là? De mon côté, moi j'ai arrêté l'année dernière suite à une grosse blessure du côté de Pamiers, du coup justement un match de championnat. Donc pour l'instant, je me suis mis à la présidence et ça sera que la présidence. Laurent, je sais que de la Super League à la nationale, il y a un gouffre, hein, mais est-ce que vous avez l'occasion de temps en temps d'aller voir des matchs de ce niveau-là? Bon, c'est rare, hein. C'est rare. Je veux dire,
les moments que je m'octroie, j'essaie d'aller voir mon fils. Et oui. et de passer du temps en famille. Donc c'est rare, mais voilà, quand je vous entends parler, voilà, c'est quelque chose que tu as envie de revivre quand tu étais jeune, cette passion. Donc, ouais. Votre fils qui joue, vous parliez de votre fils tout à l'heure, qui joue à quel niveau, rappelez-le? En U19 à Saint-Estève, 13 catalan, et donc qui a fait la tournée avec l'équipe de France U19. Ouais. Prometteur, paraît-il. Il paraît, ouais. Il aurait de qui tenir, celui-là. C'est vrai. J'espère meilleur. Bien, un grand merci, messieurs, et tout le meilleur pour vous, pour ce championnat qui vient à peine de débuter. Et puis, on va accueillir, sans plus tarder, notre historien, ou plutôt notre conteur d'histoire sur le rugby à 13, notre ami Pierre Vergès. Notre ami Pierre Vergès est ici, autour du plateau, pour un petit rappel historique, et non des moindres. Un rappel qui nous donne le sourire, Pierre, puisque, en 1978, la France avait affronté l'Australie à 2 reprises, et la France avait gagné par 2 fois. Et on va faire rêver Laurent Fréfinou. Effectivement, en 1978, c'était la dernière grande tournée dans sa longueur. Les Australiens, maîtres du monde trésistes, venaient de remporter la série des Aces en Angleterre. Ils avaient gagné 2 tests sur 3. C'est très important, les tournées à l'époque. Et puis, ils sont arrivés en France, et puis ils ont vécu un véritable cauchemar. Un cauchemar. Premier test, le 26 novembre à Carcassonne, le 13 de France gagne 13-10 contre les Australiens. Énorme surprise. Entaché quand même, la presse parlera d'un arbitrage patriotique de M. Bress. Un contexte particulier. Ouais, les Australiens étaient fous de rage après ce premier match perdu, avec une équipe de France, quand même, qui avait des spécificités. Mais encore. Et oui, c'était une équipe de France où il n'y avait que des joueurs formés à 13. Dans les années précédentes, le rugby à 13 pillait même les meilleurs joueurs quinzistes qui passaient, quand ils étaient à des postes compatibles, ils passaient au rugby à 13. En 1972, un grand président de la fédération et un grand directeur technique national, c'était René Moriès et Antoine Gimenez, ont signé un protocole avec la fédération quinziste qui interdisait les joueurs internationaux, juniors ou seniors, de passer d'un code à l'autre. Donc, le rugby à 13 a enclenché une énorme politique de formation. Et les joueurs qui ont battu les Australiens 2 fois, parce qu'on va revenir sur le 2e test à Toulouse, c'était uniquement des joueurs issus de la formation trésiste, 10 ans après, à peu près, la signature de ce protocole. On va les citer. On va les citer parce que c'était des héros. Il y avait Tranier, il y avait Moya, ça va vous parler, Laurent. Il y avait Michel Naudot, il y avait Gérard Borey, Yvan Gressec, votre idole, Henri Daniel, Malacan, Castagnon, Zalduendo, Carlos, qui a été président de la fédération, Didier Hermé, Castel, Jean-Marc Bourré et Guy Laforgue, qui débutaient, Joël Rosebrook, aussi un Villeneuvois. C'est une équipe composée entre sauvagerie et talent, là. Voilà, mais on les voit là. On les voit. Et puis, alors, il y avait des jeunes extrêmement talentueux, issus de la formation trésiste, mais il y avait quelques brises, car Henri Daniel, il y avait le pharaon des Corbières. Michel Maïc. Michel Maïc, voilà. Le grand Michel Maïc. On le voit là avec Hermé en train de se féliciter. Donc, les Français gagnent le premier test. Ça se discute, les Australiens ne sont pas contents. Entre-temps, il y a l'humiliation suprême. Alors justement, quelles ont été les conséquences au pays des kangourous? Ah non, mais c'est après ça. Ah, c'est après là. Alain, vous oubliez 2 matchs. Humiliation suprême, les espoirs français ont battu les Australiens. À Albi, dans un stade détrempé, c'était à la limite du jouable. Le petit prodige, vous en rappelez, Alain Touchag. Il a mis 10 pénalités, 50 mètres en coin, 55 mètres, avec les gros wallabies Adidas de l'époque. Qui pesaient 40 kilos chacun. Et puis, il a mis 10 pénalités, ils ont gagné 20-6. Les Australiens, fous de rage au 3e test à Toulouse, décident de remettre leur Coupe du Monde en jeu. De façon symbolique. Et là, les Français sortent un match d'apocalypse. Ils gagnent d'1 point. Avec une percée magistrale de Zalduendo, Michel Naudot arrive au soutien. Ils viennent marquer. Jean-Marc Bourré, qui venait de rentrer, il y avait eu un drop de Wally Gounda. Et Jean-Marc Bourré met le drop de la victoire. Et les Français gagnent la série des tests. Et là, on en vient aux conséquences. Ah, voilà. Conséquences terribles. En Australie, c'était une humiliation. Et alors, dans un premier temps, les Australiens ont refusé de faire des tournées aussi longues
parce qu'ils se sont un peu cherché des excuses en disant on était fatigués, patati, patata. Non, les Français avaient été meilleurs. Les Français avaient été meilleurs. Ils ont dit fatigués. Non, ils n'étaient pas fatigués, les Français étaient meilleurs. Et surtout, ils se sont mis en question, ils se sont remis en cause, et c'est à partir de ces moments-là qu'ils sont vraiment rentrés dans l'hyper-professionnalisation. D'ailleurs, la tournée suivante en 82, c'était les Invincibles, ils n'ont plus jamais perdu pratiquement. Laurent Fressineau, ça vous inspire un petit peu? C'est évidemment une autre époque, un autre temps, mais il y a des choses peut-être à retenir. Non, mais ça fait partie, ça fait 3 ans que je suis en poste de sélectionneur et ça fait partie de mes premiers messages, c'est l'héritage. Je l'ai entendu. C'est l'héritage. Et 78, c'est la dernière fois qu'on bat les Australiens, donc ça remonte. 90, c'est la dernière fois qu'on bat les Anglais, donc ça remonte. Et voilà, on est tous, on travaille tous pour que ça change à un moment donné, mais ça fait partie de notre héritage. Allez, gageons que Pierre Vergès y contribue justement à ce changement pour le 13 de France. Un grand merci Pierre pour parfaire notre culture retraitiste, on en a toujours besoin. Merci à vous. Surtout vous. Avant de clore cette émission, nous avons une pensée émue suite au décès de Réchal Zénon, disparu à l'âge de 56 ans de façon brutale. Réchal Zénon, ancien joueur dans les années 90 de Saint-Estève 13 et qui est le papa de Tanguy, d'Eliott et Tom et qui était aussi le frère de notre ami Ronel, président de Lyon 13, ancien joueur de Châtillon et du 13 catalan aussi. Et toute l'équipe de 13 de Marc, bien sûr, se joint à moi pour présenter ses sincères condoléances à la famille. Un grand merci de nous avoir suivis durant toute cette émission. On vous invite à partager justement cette émission sur tous les réseaux sociaux. Rendez-vous est pris dès le mois de novembre prochain pour de nouvelles aventures du rugby à 13. D'ici là, portez-vous bien, résistez-vous bien. Salut à tous.